Voler. Voilà plus d'un siècle que nous avons réalisé ce vieux rêve. Plus d'un siècle que nous en perfectionnons la sécurité. Les accidents sont rares. On en compte 1 sur 2,5 millions de vols. Mais quand ils surviennent, il faut à tout prix comprendre. Que s'est-il passé? Et surtout, comment éviter que cela ne se reproduise? Pour répondre à ces questions, les experts français du BEA, le Bureau Enquête Analyse, comptent parmi les meilleurs du monde. Du crash d'un avion de ligne à un accident d'ULM, ils convoquent pour leurs enquêtes toutes les disciplines scientifiques. Comment exploitent-ils les fameuses boîtes noires, même quand elles sont carbonisées? Dans l'histoire du BEA, on n'a jamais eu de cas pour lequel l'endommagement de la carte n'a pas permis de récupérer de données. Comment font-ils parler un morceau d'acier? Ils sont caractéristiques de la propagation d'une fissure en fatigue. Ou un simple filament d'ampoule? Le filament était éteint lors de l'impact. Ils savent aussi décrypter les enregistrements les plus inaudibles. Il y a une préparation avant l'écoute pour éviter de s'exposer et de prendre de plein fouet le contenu de l'enregistrement. Leurs enquêtes, dans des sites souvent difficiles d'accès, sont aussi des aventures humaines. Vous allez découvrir le travail de ces détectives qui, grâce à la science, rendent chaque jour le ciel encore plus sûr. « 30 septembre 2017. L'Airbus A380 d'Air France, qui effectue la liaison Paris-Los Angeles, vient de perdre un morceau de réacteur alors qu'il survolait le Groenland. La pièce s'est fichée quelque part dans cette immensité de glace. 11 200 mètres plus haut, les 497 passagers et membres d'équipage sont sidérés. 4 ans après, le pilote Christian Villard et sa chef de cabine se souviennent de chaque instant de cet incident qui aurait pu être fatal. En 2017, le 30 septembre, au-dessus du Groenland, j'ai le moteur numéro 4 qui a explosé avec une explosion non contenue. J'ai entendu une explosion et l'avion qui partait en roulis. Une explosion moteur, c'est comme un coup de canon et l'avion a fait une embardée assez violente. Il y avait une hôtesse qui était au poste de pilotage en train d'apporter la collation au copilote et elle est tombée à la renverse. Et je vous avoue que je me suis dit, merde, ça y est, on va au tapis. Et puis l'embardée, les vibrations. Les vibrations étaient tellement fortes que moi je n'arrivais pas à lire les instruments. Grâce à un passager qui a pris une photo du moteur, on a très vite vu que les dommages étaient très très importants. Une chef de cabine me dit « Écoute, il y a un passager qui voit des flammes sur l'aile. » Quand le moteur a explosé, bien sûr, il y a eu des flammes, mais entre le moment où il a vu les flammes et le moment où il a pu attraper une hôtesse ou un steward pour lui dire « j'ai vu des flammes sur l'aile », il a dû se passer 10 minutes. Donc en fin de compte, moi quand j'ai eu l'information, il n'y avait plus de flammes sur l'aile. Le pilote doit poser son avion au plus vite. Mais où? On s'aperçoit qu'on est en zone inhospitalière, qu'on n'a pas des terrains à tous les 50 km. Comme choix, on avait Kangerlussuaq au Groenland, mais c'était un terrain qui était quand même montagneux. On avait un avion qui était abîmé, on ne savait pas comment il allait répondre, on ne savait pas si les volets allaient sortir. Et nous, Kangerlussuaq, eh bien, la piste, si jamais les volets ne sortaient pas, la piste était trop courte.
On aurait été à Kangerlussuaq s'il y avait eu le feu. Avec seulement 3 moteurs en état de marche, Christian Villard décide d'aller se poser sur l'aéroport canadien de Goose Bay, à 1 heure de vol. On avait Goose Bay qui était le plus loin, mais qui répondait à des critères de sécurité beaucoup plus importants. Il y avait des pistes plus grandes, il y avait du vent un peu, mais il faisait beau, et puis surtout, il n'y avait pas de relief. Mais bon, la balance sécuritaire a penché en faveur de Goose Bay. France 006, Super Mayday, confirm we are clear for approach, Airmax 26, and we are clear for descent. Charlie Alpha, 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 winds 280 at 18, clear to land runway 34. Charlie Alpha, 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 clear to land runway 34. France 06. 1 heure plus tard, l'appareil atterrit sans encombre à Goose Bay. Quand on est descendu, qu'on a réduit la vitesse, il y a eu une petite phase de vibration. Mais néanmoins, ça a disparu, donc on n'a pas eu de soucis. Personnellement, je suis passé voir tous les passagers par groupe de 50. J'ai discuté avec eux. Je leur ai expliqué que c'était un problème très important et qu'on était au sol et qu'il n'y a plus rien à craindre. Pourquoi le réacteur a-t-il explosé? Il faut le savoir au plus vite, car plus d'une centaine d'A380 équipés de ces moteurs parcourent le ciel. Y a-t-il un problème de sécurité? C'est une course de vitesse qui s'engage pour les experts français des accidents aériens. De l'autre côté de l'Atlantique, Marc Levert, épaviste au BEA, dîne avec sa femme dans un restaurant parisien. Je reçois un coup de téléphone de la permanence du BEA qui me dit « Est-ce que tu nous confirmes que tu es disponible? On a un incident sur un Airbus A380 d'Air France. » Du BEA, on est 5 à partir de Paris. Marc Levert fait partie de la GoTeam, l'équipe réduite d'enquêteurs envoyés en première ligne sur les accidents impliquant des avions ou des passagers français. Ils interviennent sur une centaine d'accidents par an, tous ceux qui volent. Des avions de ligne aux avions de tourisme, en passant par les hélicoptères, les ULM, les montgolfières et même les drones. Quand ils arrivent sur le site d'un crash, comme ici celui d'un ULM en Île-de-France, un accident mortel, leur méthode de travail est très précise. Notre objectif, c'est de faire une première photographie du site et de l'épave. On va commencer par faire un examen de l'environnement de l'épave. Et petit à petit, on va se rapprocher de l'épave. On va faire beaucoup de photographies. Première chose qu'on va vérifier, c'est que l'appareil est complet. Regarder si les commandes de vol sont présentes. Faire un examen de l'élément propulsif, donc du moteur, de l'hélice, du rotor pour un hélicoptère. Le premier objectif d'un examen sur site, ça va être de décider des pièces qui vont être importantes à examiner pour la suite de l'enquête et du coup de les prélever. En pince coupante, t'as pas assez gros pour couper ça. Quand on va déplacer une épave, il y a toujours un risque de modifier leur état ou de créer un endommagement supplémentaire. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une photographie la plus précise possible avant de déplacer les pièces. Avec les Américains, les enquêteurs français du BEA sont considérés comme les meilleurs du monde. Ils sont appelés sur des accidents partout sur la planète. On est tous un petit peu baroudeurs au BEA, mais effectivement, il faut être toujours prêt. Je suis assez disponible pour partir dès que je suis sollicité sur des enquêtes à l'étranger. Le baroudeur du BEA, ça me va bien. Certains sites sont très difficiles d'accès. Du Grand Nord canadien à la jungle sud-américaine, en passant par les rives du Mékong. Donc en 2013, j'ai été sollicité dans le cadre d'une enquête. C'était un accident qui avait eu lieu dans le sud du Laos et l'avion était tombé dans le Mékong.
pour essayer de localiser des enregistreurs de vol dans une eau complètement opaque, parce qu'elle charriait beaucoup d'alluvions, avec un courant très très fort, entre 5 nœuds et 10 nœuds, donc à certains endroits. Et pour couronner le tout, cette zone du Mékong est infestée de vers porteurs d'une maladie mortelle. Il fallait avoir une immersion dans l'eau pour pouvoir être en contact avec ces larves. Et malheureusement, on avait des immersions quotidiennes donc dans l'eau du Mékong pour les recharges d'enregistreurs. Compte tenu du fait qu'on a coché toutes ces cases, on était bon pour une visite médicale particulière pour voir si on n'avait pas contracté cette maladie, la bilharziose. Heureusement, fort heureusement, pour toute l'équipe d'enquête, les tests se sont révélés négatifs. Une des interventions les plus vertigineuses pour Yann Torres a eu lieu en 2008 dans ces montagnes du Venezuela, où un avion de ligne s'est écrasé avec 46 personnes à bord. Cet avion donc, avait été retrouvé au sommet, très très proche d'un col, à une altitude voisine de 4100 mètres. C'était un site particulièrement compliqué puisqu'on avait, donc il était très très haut déjà, et donc très difficile d'accès. Il fallait avoir une dépose hélico autour de 3800 mètres et finir les derniers 300 mètres de dénivelé à pied, bien sûr, pour arriver jusqu'à l'épave. Heureusement, toutes les go teams ne sont pas aussi compliquées. Sur la base canadienne où s'est posé notre A380 au réacteur endommagé, les enquêteurs de la go team procèdent aux premières constatations. Ils ne le savent pas encore, c'est le début d'une aventure riche en rebondissements. On arrive à Goose Bay, qui est un aéroport un petit peu perdu quand même, et on découvre l'avion où on voit tout de suite, de loin, ce moteur très abîmé. Nous sommes d'abord focalisés sur, d'une part, les constatations visuelles autour du moteur qui avait donc explosé au-dessus du Groenland, et d'autre part, nous avons réalisé les premières actions de conservation des pièces. Donc un tour complet de l'avion pour voir un petit peu où il y avait eu des dommages. On se rend vite compte qu'il manque l'intégralité de la partie avant du moteur. Effectivement, ce qu'on a pu voir sur le moteur, c'est que le moyeu du moteur était manquant. Et c'est ces pièces-là particulièrement qui nous intéressaient, puisque de l'avis d'experts à ce moment-là, notamment du motoriste, c'était ce moyeu qui était au centre de l'investigation. Vu de l'intérieur, voilà à quoi ressemble le moteur. L'air y est comprimé, puis envoyé dans une chambre de combustion où il se dilate, créant une poussée qui fait tourner les aubes à l'avant. C'est le moyeu au centre qui maintient les aubes, qui s'est rompu. Il est nécessaire pour l'enquête de réaliser un examen, de réaliser un démontage du moteur. Un A380 est un avion énorme pour ce type d'aéroport où on n'a pas forcément tout l'outillage nécessaire. C'est encore plus vrai quand on doit déposer le moteur de l'avion. Et donc à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut acheminer beaucoup d'outillage jusqu'à Goose Bay et que c'est pas simple. On est dans le nord du Canada, on n'a pas forcément de route très praticable. Un convoi part de Montréal à 1700 km de là. Il va mettre plusieurs jours à arriver. Chaque jour, on avait des nouvelles du convoi qui nous disaient voilà, un fleuve a débordé, la route est barrée, il n'y a qu'une route d'accès, donc on prend une demi-journée, une journée de plus de délai à attendre les équipements dont on a besoin. Quand le convoi arrivera enfin, le moteur sera démonté et examiné avec un regard d'expert. Notre métier, c'est vraiment de faire parler les débris, de faire parler les sites. Ce premier contrôle simplement visuel peut apporter de précieuses informations. Par exemple, sur cet hélicoptère d'épandage qui s'est écrasé en 2021 en Camargue,
voici ce que Marc Levert regarde en premier. On cherche à vérifier les commandes de vol, et en particulier la continuité. Premier principe d'un examen, c'est d'aller vérifier que le mouvement est transmis au reste de l'appareil. Quand on bouge l'incidence des pales, le mouvement est transmis. On s'assure du bon fonctionnement de la boîte de transmission arrière, qui va transmettre le mouvement qui vient du moteur au rotor arrière, au rotor anticouple. Et on voit qu'en tournant le rotor, ici, on a l'arbre qui tourne et qui n'a absolument aucun point dur. Là, ça nous permet de dédouaner un problème possible avec le rotor anticouple. Le principe d'une enquête, c'est de fermer toutes les portes qui peuvent être fermées afin de se focaliser sur le scénario qui sera dégagé à la fin. Un autre indice, la déformation des pales. D'un simple coup d'œil sur une hélice, l'épaviste peut savoir si le moteur donnait ou non sa pleine puissance au moment de l'impact. A priori, une hélice qui tourne, quand elle va toucher quelque chose, les pales vont toucher la même chose. Donc on va avoir des endommagements qui sont proches les uns des autres. Quand sur une hélice comme ça, on a des endommagements de chaque pale qui sont vraiment différents, on a tendance à plutôt s'orienter vers une faible rotation, donc une faible puissance. Il y a alors un second indice, la planche de bord. Des voyants d'alarme étaient-ils allumés au moment du crash? Y a-t-il eu un problème de batterie, d'essence, de rotor? Au BEA, un homme est capable de le dire. Mon métier, c'est de faire de l'analyse de défaillance, de pièces ou de structures. On a ici un panneau d'alarme d'un hélicoptère. On va donc tenter d'observer ce panneau aux rayons X et observer les filaments d'ampoule, ce qui nous permettra de déterminer éventuellement l'état allumé ou éteint de chaque voyant. Je vais le mettre dans la machine RX. Je mets en route les rayons et on a une visualisation directe sur l'écran de chaque filament. La fuel pompe, donc la pompe carburant. On voit par exemple que le filament ici est en place. Il ne présente pas de rupture, il est en bon état. A priori, le filament était éteint lors de l'impact. Au contraire de cette image qui montre un filament qui présente des étirements à différents endroits. On peut imaginer que ce filament était chaud lors de l'impact, ce qui a entraîné son étirement, et donc que cette alarme était allumée lors de l'impact de l'aéronef. Les experts savent se méfier des faux-semblants. Comme l'aiguille sur ce cadran qui semble indiquer que l'accident s'est produit alors que l'appareil montait. On observe que l'aiguille indique plus 500 pieds par minute. Or, lorsqu'on regarde attentivement le cadran, on peut observer une légère marque blanche à moins 300 pieds par minute. Il se trouve que lors de l'impact, l'aiguille a fouetté le cadran et la position de l'aiguille au moment de l'accident était donc moins 300 pieds par minute. Cette minuscule rayure indique donc que l'avion était en fait en descente. Et ça change tout. Après le crash du Rio Paris dans l'Atlantique en 2009, les premiers débris sortis de l'eau ont eux aussi failli mettre les enquêteurs sur une fausse piste. La première pièce qui est retrouvée et que toute la presse a montré était la dérive. Quand on retrouve une pièce sur un site d'accident, notre première préoccupation, c'est de la garder le plus possible dans l'état dans lequel elle est. Lorsque nous avons vu la dérive pour la première fois, on a été surpris par des genres de lacérations qu'il y avait sur la base de la dérive. Et si on n'avait pas pu discuter avec l'armée brésilienne, si on n'avait pas eu accès à toutes les photos qu'ils avaient faites lorsqu'ils ont récupéré la dérive, qui montraient que ces endommagements n'étaient pas là quand ils l'ont trouvé, on se serait posé des questions auxquelles il aurait été plus difficile de répondre. Et en fait, ces lacérations observées sur la dérive n'étaient que des câbles métalliques qu'ils ont dû utiliser pour récupérer la dérive au milieu de l'océan sur un bateau, ce qui n'est pas chose facile. Quand ils retrouvent les pièces, les épavistes peuvent aussi déterminer si l'avion a explosé en vol ou en heurtant l'océan. On a récupéré des pièces de l'intégralité de l'avion, c'est-à-dire qu'on avait la dérive
qui est donc à l'arrière de l'avion. On avait le radome, qui est la partie la plus en avant. On avait des éléments de chaque aile. Et tout l'ensemble des débris concernait tout l'avion et de façon relativement symétrique. Ça nous a permis d'écarter assez rapidement la possibilité d'une rupture en vol, où on se serait attendu du coup à trouver des pièces à des endroits beaucoup plus loin. Seconde étape dans une enquête. Les experts du BEA s'intéressent à l'équipage. Y a-t-il eu une erreur humaine? Flaps. Retract. Backs. Le BEA est arrivé sur le coup de 21h, quelque chose comme ça. Et donc, on s'est croisés dans les regards. Et là, ils ont profité de l'occasion pour me poser les premières questions à chaud. On a pu échanger principalement sur leur perception, tant que c'était frais, leur perception de l'événement, ce qu'ils pensaient avoir vécu. La première question, c'est de savoir si, suite à l'explosion du moteur, l'équipage a su prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que sur les avions modernes, on travaille beaucoup avec les ordinateurs de bord. Donc les ordinateurs de bord connaissent tous les paramètres, le poids de l'avion, connaissent la température, la densité de l'air, le vent, l'altitude. Et les ordinateurs calculent les performances. Donc c'est l'ordinateur qui nous a dit qu'on pouvait rétablir exactement à 34 500 pieds. Sauf que l'ordinateur, lui, ne sait pas que le moteur ressemble à un chou-fleur. Les calculs de consommation carburant étaient faux. Il a fallu, en fin de compte, qu'on revienne à l'ancienne. Et moi, j'ai décidé, en concertation avec mes deux copilotes, qu'on descendrait un peu plus bas, à 27 000, pour pouvoir réduire la vitesse et réduire la puissance des moteurs. C'était vraisemblablement la meilleure décision à ce moment-là, compte tenu des informations qu'ils avaient à disposition. On était dans le cadre d'une panne qui n'est absolument pas prévue par les procédures. Les enquêteurs veulent tout savoir, y compris ce qui n'a pas de rapport direct avec l'accident. Comme le traitement des 500 passagers après l'atterrissage, car ils sont restés bloqués 17 heures dans l'avion. Il faut gérer les passagers. Les passagers, ils ont été, pour certains, traumatisés. Certains ont vu le moteur éclater. Certains ont senti l'explosion, ont senti les vibrations, ont vu l'avion se mettre en descente. On passe sur une autre gestion de l'humain. On ne pouvait pas débarquer les passagers parce que l'aérogare pouvait contenir au maximum 80 personnes. Certains vont faire des crises d'angoisse, des crises de nerfs. Certains vont se renfermer sur eux. À un moment, il y a une hôtesse qui vient, qui dit « Ah là là, on a un passager qui est en stress, il demande des tranquillisants, on n'a pas. Ah ben moi j'ai des tic-tac. Ok, ben on lui donne 2 tic-tac avec un verre d'eau, puis ça le fera. » On s'est dit, il va falloir les nourrir. On a commandé des sandwichs. Au moment où on dit on va faire 500 sandwichs, il se passe 4-5 heures avant que les sandwichs arrivent. L'équipage a parfaitement travaillé. Le facteur humain. Les enquêteurs du BEA doivent parfois mesurer les limites physiologiques des navigants. Check. Flaps 1. Dans des situations de stress, ils ne peuvent pas tout entendre, tout voir. Et cela peut générer des accidents. Le 30 juillet 1998, de nombreux avions de tourisme se dirigent vers la baie de Quiberon, au sud de la Bretagne. C'est l'attraction du week-end. Le France est au mouillage. Et tout le monde veut le voir de plus près. Les avions tournent autour. Et c'est l'accident. 2 appareils se percutent et sombrent dans l'océan. 15 morts. Il s'agissait d'un Beechcraft, un petit avion de ligne, et d'un Cessna. Que s'est-il passé ? On était dans des eaux relativement peu profondes. Cet endroit, on a des profondeurs de 30 mètres, donc on a pu récupérer assez facilement les enregistreurs de vol et toutes les pièces de l'avion, des avions, de façon à pouvoir déterminer comment la collision s'était produite.
On est arrivé très vite à pouvoir reconstituer les deux trajectoires de l'avion, les deux trajectoires radar. On essayait de déterminer comment se faisait-il que ces avions n'avaient pas pu se voir. Grâce aux enregistreurs de vol, les enquêteurs du BEA ont pu écouter les conversations dans l'avion de ligne. Lorsqu'un des passagers a aperçu le paquebot de France, il a demandé au pilote s'il pouvait faire un 360 autour du paquebot. Et le commandant de bord a annulé son vol en IFR, c'est-à-dire aux règles de vol aux instruments, pour faire en règle de vol à vue un 360 autour du paquebot France. Le pilote entame un virage à gauche. Il n'a donc aucune visibilité sur sa droite, d'où arrive le Cessna. Mais pourquoi le pilote de l'avion de tourisme n'a-t-il rien vu non plus? Pour comprendre, les enquêteurs vont réaliser une simulation. On a positionné un enquêteur qui était à peu près de la taille du pilote dans un avion, dans un aéroclub. On a pu essayer de déterminer quel était son champ de vision. Il faut savoir que c'est un avion à aile haute, donc qui limite la vision évidemment vers le haut. Et puis le pare-brise de chaque côté a un montant assez épais qui cache la vision, qui donne ce qu'on appelle un angle mort. Donc on a pu, par trigonométrie, on a mesuré les distances entre l'œil du pilote et le montant. On a pu déterminer qu'il y avait un angle mort de 20 degrés. Ces simulations ont permis de comprendre que les deux appareils sont restés dans leurs angles morts respectifs. Autrement dit, aucun des deux pilotes n'a pu voir l'autre. Et là, la collision se produit lorsque l'avion, le Beech 1900, reprend la direction de l'Orient pour sa destination finale. Il y a un autre type d'accident fréquent et souvent inexpliqué. Il se produit lors de cette manœuvre qu'on appelle la remise de gaz. Karine Joly est une commandante de bord aguerrie. Elle a souvent dû effectuer cette manœuvre d'urgence. Quand on estime que l'atterrissage ne peut pas s'effectuer dans des conditions optimales, on décide d'abandonner l'idée d'atterrissage et de remonter pour ensuite retenter un autre atterrissage. Donc en fait, la remise de gaz, c'est cette phase de vol où on passe du mode approche au mode, en gros, qui ressemble à un décollage, sans toucher le sol en général. Pourquoi elle est dangereuse ? C'est d'abord parce que, premièrement, l'avion évolue près du sol. Et les avions, on n'aime pas trop qu'ils soient près du sol. En général, il y a des obstacles, il y a plein de choses. Donc l'idée, c'est de remonter le plus rapidement possible. Et la deuxième, c'est parce que, en fait, on passe d'une phase d'approche, donc finalement où les moteurs sont plus ou moins au ralenti, qui est une phase de descente douce et lente. Et en fait, on va devoir remettre l'avion en phase de montée, qui est on va rentrer dans une phase beaucoup plus active, où il faut remettre l'avion en montée, donc mettre les moteurs au maximum, prendre une assiette à cabrer, et ensuite, plus tard, rentrer toutes les traînées de l'avion, parce que l'avion a le train sorti à ce moment-là, tous les volets sortis, donc il traîne énormément, ça l'empêche de monter. Passer directement d'une phase d'atterrissage à une phase de décollage. Une inversion brutale qui perturbe les pilotes et peut générer l'accident. Comme ici en 2008 à Sotchi, en Russie. Un avion s'écrase suite à cette remise de gaz. Un énième accident qui finit par intriguer le BEA. Le BEA a décidé de réaliser une étude de sécurité sur les pertes de contrôle en remise de gaz. Cette étude a été conduite à la suite de plusieurs événements qui se sont produits les années précédentes. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête des pilotes, on utilise ce simulateur sur vérin qui reproduit à l'identique les sensations dans un cockpit. Le BEA s'est intéressé à cette phase et en particulier, il suspectait un rôle de l'équipage, une mauvaise surveillance, une mauvaise répartition des tâches au sein de l'équipage. Et c'est pour ça que le BEA a fait appel à mon laboratoire.
Et on a utilisé notamment cette technologie très intéressante qui est l'eye tracking ou l'oculométrie, qui nous permet de surveiller le regard des pilotes. On a 2 systèmes d'eye tracking, donc, qui sont 4 caméras disposées dans le cockpit, qui permettent de connaître la position du regard des pilotes. Là, ce qu'on voit sur la tablette, c'est la position du regard des 2 pilotes. En jaune, les mouvements de regard du commandant de bord. En violet, ceux du copilote. Donc là, on va faire un exercice de remise de gaz. Là, on voit que le pilote a une surveillance des paramètres qui oscille entre l'extérieur et les paramètres critiques, qui sont l'altitude, l'assiette et la vitesse. Le copilote, donc en violet à droite, lui, est focalisé sur l'extérieur. En utilisant l'eye tracker, on va voir le commandant de bord qui doit faire un pilotage très fin et qui lui va être très fasciné par la tenue de la machine, par la trajectoire. Il a notamment un directeur de vol, qui est une sorte de croix, qui lui donne sa trajectoire. On se focalise sur quelque chose qui nous absorbe. Et du coup, on a un petit peu du mal à voir autour. C'est-à-dire que notre champ de vision est réduit à ce qui nous embête, quoi. Et il est tellement fasciné qu'il ne voit pas que le train n'a pas été rentré par son copilote. Ou que le copilote a mal réglé des paramètres de trajectoire. Ce que montre cette étude faite avec le BEA, c'est qu'effectivement, 50% des accidents actuels sont peut-être dus à un monitoring, c'est-à-dire une surveillance des paramètres de vol qui n'est pas adéquate. Donc c'est vrai que c'est encore une phase un peu critique, et d'autant plus quand on a des visibilités ou des météos qui sont mauvaises, parce que le corps humain se retrouve pris par des sensations qui sont un peu particulières pendant une remise de gaz et qui peuvent être trompeuses. Dans la remise de gaz, c'est un phénomène où finalement, le pilote va perdre les pédales, va perdre son sens de l'orientation dans l'espace. Le pilote pense à tort que l'avion est trop cabré. Alors il pousse le manche et percute le sol. Parfois, quand l'avion monte, on n'a pas l'impression qu'il monte, ou quand l'avion tourne, on n'a pas l'impression qu'il tourne. Et vous savez, les films en 4D où vous êtes assis sur un fauteuil qui bouge et vous avez un film en 3D qui passe devant vous, quand ça fait des montagnes russes dans le film, le siège se met en arrière et vous avez l'impression d'accélérer. Donc ça montre bien que la sensation n'est absolument pas la réalité, puisque vous n'accélérez absolument pas. Vous êtes en train juste de pencher en arrière. Et c'est exactement ce qui se passe dans un avion quand on a des mauvaises visibilités et qu'on ne peut pas se repérer sur un horizon fixe à l'extérieur. Parfois, c'est l'audition qui est altérée par le stress. Ce jour de 2011, à Megève, un passager filme à bord d'un avion de tourisme. Le pilote est tendu. Il va atterrir. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il sait qu'il n'aura pas la possibilité de faire une remise de gaz. Il risquerait de percuter la montagne. La concentration est telle que personne dans l'avion n'entend ce signal d'alarme. Il indique pourtant que le train d'atterrissage n'est pas sorti. Avant que l'information arrive à la conscience, en 100 millisecondes, le cerveau va faire ce pari d'éteindre les entrées auditives. L'avion va se poser sur le ventre. Les pilotes sont sidérés. Là, on était préoccupés. Oui. Et moi, j'ai rien vu fumer non plus. Hein. Ouais. Je disais, mais ça va vite, c'est le bordel. Bon, ça, c'est pas une bonne affaire. Hein. Non. Il se trouve que parfois, le stress, quand il devient trop intense, trop aigu, on est face à une situation peut-être nouvelle, compliquée, on a l'impression qu'on n'a pas les moyens d'arriver, eh bien, il vient perturber nos capacités et il va venir basculer dans des modes très basiques, un mode réflexe.
Cette étude-là a été considérée comme suffisamment majeure pour émettre un nombre de recommandations très important. Alpha, 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 who is your servicing agent? Avoir une intervention limitée du contrôle aérien lors de la phase de remise de gaz, c'est-à-dire ne pas demander à l'aéronef de remettre les gaz, changer de cap, monter à des altitudes différentes de celles prévues. Bref, ne pas sursolliciter le pilote au moment de la remise de gaz. Ces études du BEA fournissent des indications précieuses aux compagnies et aux constructeurs. Lorsqu'on a échangé avec Boeing et Airbus, leurs spécialistes en fait, facteurs humains et ergonomie étaient en train d'étudier plusieurs systèmes. Alors, lorsque le pilote en fait, est focalisé sur une information, ce qui a été démontré, c'est qu'il lui fallait une espèce d'électrochoc pour pouvoir sortir de cet effet de focalisation excessive, de tunnelisation. Parmi les moyens divers et variés, mais qui n'ont pas encore été mis en place, c'était par exemple d'éteindre temporairement l'écran. Une interruption très courte, on parle de microsecondes ou de secondes au max. Et puisse en fait se reconcentrer sur l'information qu'il avait à sa disposition. Un autre constructeur nous a indiqué réfléchir à faire des mouvements de siège. Et donc du coup, d'essayer de faire bouger le siège pour essayer d'alerter l'équipage. Chaque année, le BEA émet plusieurs dizaines de recommandations pour améliorer la sécurité aérienne. Au Groenland, le temps presse. L'hiver approche et il faut récupérer au plus vite les débris du moteur de l'Airbus avant qu'il ne soit recouvert par la neige. Il y a urgence parce qu'on sait qu'il a déjà neigé sur zone. Ça fait déjà 2 jours que les pièces sont tombées. Mais comment déterminer une zone de recherche dans ce désert blanc, grand comme 4 fois la France? Les enregistreurs de vol permettent de connaître la position de l'avion au moment de l'accident. Mais ça ne dit pas pour autant l'endroit où est tombée la pièce. On va estimer une zone relativement large. On va faire 2 zones de priorité, une première de 100 km² et une deuxième de 200 km², qui dépendront uniquement des conditions météo pour le survol, de manière à être sûr de balayer au maximum la zone où la pièce peut être tombée. C'est un hélicoptère affrété par le Groenland qui va chercher la pièce. Mais il ne peut voler que quand la météo est clémente. L'hélico part sur zone, puisque la fenêtre météo se confirme. Il survole la zone de recherche, un carré de 10 km sur 10 km. La stratégie des enquêteurs a fonctionné. Dans la journée, ils retrouvent les premières pièces du réacteur. Alors ils ont trouvé des pièces de protection moteur, ils ont trouvé des bouts d'aube, mais pas la pièce centrale qui retient la soufflante au moteur. La partie manquante va être indispensable à trouver pour être capable de refaire un scénario et de comprendre l'origine de la défaillance. Pour retrouver la partie manquante, on emploie les grands moyens. Airbus met à disposition un satellite pour tenter de repérer la pièce. Mais sans succès, il y a trop de nuages. Nous sommes mi-octobre, l'hiver est déjà là. Pendant 6 mois, il sera impossible de poursuivre les recherches. Les experts vont mettre ce temps à profit. Pour localiser la pièce, ils ont un autre atout. Les boîtes noires. Elles contiennent une mine d'informations qu'ils vont maintenant recouper. Tous les avions de ligne en sont équipés. Elles enregistrent toutes les données d'un vol. Et même après un crash, elles restent exploitables.
Dans l'histoire du BEA, on n'a jamais eu de cas pour lequel l'endommagement de la carte n'a pas permis de récupérer de données. Les boîtes noires, ce sont elles qui ont permis d'élucider le crash du Rio-Paris au milieu de l'Atlantique en 2009. Ou celui du Germanwings dans les Alpes du Sud en 2015. Les boîtes noires, communément appelées ainsi par le public, c'est le terme générique pour désigner les 2 enregistreurs de vol sur un avion, qui sont situés généralement à l'arrière de l'appareil parce que c'est la zone la plus protégée dans le cas d'un accident. Il y a 2 enregistreurs différents. Il y en a un qui est l'enregistreur phonique, qui va enregistrer tous les bruits et les sons dans le cockpit, et le deuxième qui est l'enregistreur de paramètres. L'altitude, la vitesse, les attitudes d'avion, donc savoir si l'avion est en train de monter, en train de descendre, en train de virer à gauche ou virer à droite, et son orientation dans l'espace. Les paramètres moteurs, ça va être de savoir si les roues sont au sol, ça va être de connaître la position de différents capteurs, est-ce qu'il y a eu des alarmes qui se sont déclenchées. Les 2 enregistreurs de vol sont voués à être protégés pour préserver les données et que nous, on puisse comprendre l'événement. Elles sont conçues pour résister aux conditions les plus extrêmes. Résister à un feu de basse intensité de 260 degrés pendant 10 heures, à un feu de haute intensité à 1100 degrés. Aussi de résister à l'impact si jamais il y a une pièce métallique qui vient buter au moment du choc. Et de résister à une immersion à 6 mm. Le cerveau de la boîte noire, c'est une simple carte mémoire, protégée hermétiquement par un blindage et une couche de poudre ignifugeante. Ce modèle-ci, on a des fortes traces de feu sur l'extérieur parce qu'il est tout noir. On n'a plus du tout la couleur orange, les bandes lumineuses, elles ont disparu. Quand cette dernière a durci, il faut parfois la gratter à la petite cuillère. Pour venir extraire la partie mémoire à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que le feu, il a transformé la poudre parce que là, elle a repris toute la chaleur pour protéger la carte. Et là, on peut l'enlever. On pourrait venir brancher la mémoire. On a reconstitué un enregistreur avec notre châssis de relecture et la mémoire de l'événement. Si au moment où on extrait la carte, on voit visuellement qu'on a des problèmes, on va procéder à d'autres opérations supplémentaires avant de rebrancher. Quand la carte mémoire ne fonctionne plus, le BEA utilise cette machine qui chauffe les éléments pour ensuite les extraire et lire chaque puce électronique séparément. Lors du crash du Rio-Paris, la situation est encore pire. La boîte noire a passé 2 ans par 4000 mètres de fond. En la remontant, les enquêteurs s'empressent de la replonger dans l'eau pour qu'elle ne s'oxyde pas au contact de l'air. Lorsqu'on a récupéré ces enregistreurs, ces cartes étaient avec un niveau d'endommagement très important. Un niveau d'endommagement lié principalement à de la corrosion, des composants dont les pattes commençaient à être mangés, corrodés, qui avaient disparu, et donc du coup ne faisaient plus de connexion au sein du circuit électronique. Donc il a fallu mettre en place des méthodes qui ne sont prévues par personne. Il faut sauver la puce, le cœur de la mémoire. Une plaque minuscule de quelques millimètres de côté. Le BEA a mis au point cet appareil qui permet, grâce à de minuscules aiguilles, de restaurer chaque connexion de la puce. Les données de la carte mémoire permettent ensuite de reconstituer toutes les phases du vol de façon très réaliste avec une animation 3D. Très utile, notamment pour les pilotes. Souvent, on a des reconstitutions d'incidents ou d'accidents qui nous sont montrées avec ce type de visualisation. En fait, on voit vraiment ce qui s'est passé depuis le cockpit. Surtout, on voit les instruments, parce qu'en général, on a 2 planches. Une où on voit les instruments et une où on voit l'avion. Et c'est très, très intéressant. Exemple avec un avion qui a failli se crasher à Bogota parce qu'il n'arrivait pas à décoller. Ici, on a les positions des pédales du copilote. Et ici, on a la position du manche. Si ça va vers le bas, c'est qu'il est en train de tirer. Si on va vers le haut, c'est qu'il est en train de pousser, donc de baisser le nez. Décollage.
L'équipage vient de pousser les manettes des gaz. On voit que le first officer, le copilote, est aux commandes. Le captain est pilot monitoring. L'avion prend de la vitesse. On voit le bandeau des vitesses qui monte. Les paramètres moteurs, tout est OK. L'avion est prêt au décollage. Et ensuite, à la vitesse de rotation, on va voir le copilote qui tire pour initier la rotation. Et là, l'avion reste très longtemps sur la piste. L'avion est en train de subir ce qu'on appelle un wind shear, un brusque changement de direction du vent. Au moment où il initie la rotation, on voit que le vent passe arrière, ce qui va réduire significativement la vitesse R de l'avion. Et si on réduit la vitesse R, on va réduire la portance. Et c'est pour ça que l'avion est resté très longtemps au-dessus de la piste et a fait un décollage relativement tardif. L'avion reste relativement proche du sol parce que le vent a tourné. Dans le cas du Groenland, la boîte noire est parfaitement intacte. Grâce à elle, les enquêteurs, qui cherchent toujours la pièce perdue, veulent répondre à une question. À quel moment précis le morceau de réacteur s'est-il détaché de l'avion ? Ici, on voit le vol complet de l'événement de la 380 avec le décollage ici. Et puis, brusquement, alors qu'il est en croisière, on va avoir l'avarie moteur. Les données moteurs sont enregistrées chaque seconde. Mais pour un avion qui vole à 850 km/h, une seconde, c'est très long. Si on passe d'un état sur une seconde de j'ai un moteur à je n'ai plus de moteur, entre ces 2 secondes, on a parcouru 240 mètres. Ce que chercher sur une zone toute blanche des débris, 240 mètres, c'est une zone qui va être énorme. Heureusement, il y a d'autres capteurs qui mesurent les moindres mouvements de l'avion, y compris ses accélérations latérales. C'est les accélérations de l'avion, c'est-à-dire comment l'avion va bouger dans l'espace suite à l'avarie et la perte souvent du moteur numéro 4 qui nous ont permis de dater l'événement. De là, on a pu regarder quelle était la position de l'avion enregistrée à ce moment précis. Et ça a été utilisé par mes collègues au BEA pour déterminer une zone probable de position des débris. C'est un autre expert qui intervient alors, le spécialiste de la balistique. La balistique, pour faire très simple, c'est simplement l'étude de la trajectoire d'un projectile, d'un objet qui va être lancé dans l'air et qui va tomber tout seul. On va devoir connaître déjà tout ce qui est la vitesse d'éjection de la pièce, savoir comment elle est partie, dans quel sens, avec quelle vitesse. Ensuite, il faudra connaître la masse de la pièce et ce qu'on appelle un coefficient de traînée pour essayer de calculer en fait quel va être l'impact du vent et de l'air au niveau de la trajectoire de cette pièce. Pour résumer, en fait, on va faire attention à la forme de la pièce, savoir si c'est une pièce qui va être une pièce qui va voler au niveau de l'air, donc qui va mettre beaucoup de temps à tomber, ou si ça va être une pièce qui va être avec une grosse densité et qui va tomber très vite, un peu comme un boulet de canon. Et on va pouvoir, à partir de ce moment-là, cerner des surfaces au sol de probabilité de chute des pièces qui nous intéressent, relativement restreintes, inférieures à 5 km². Grâce à ces calculs, le balisticien Henri Denis a pu réduire de moitié la superficie de la zone de recherche. Pour élucider les causes d'un accident, les enquêteurs utilisent aussi leurs oreilles. Air France 066, have a good day. Winds 28018, altimeter 3002, number 1, runway 26, report Alvic. Terrain. Ils sont capables de décrypter tous les sons enregistrés, même ceux qui nous semblent les plus indéchiffrables. Le 29 décembre 2012, devant la plage de Copacabana au Brésil, un hélicoptère chute dans l'eau. Heureusement, sans faire de victimes. Que s'est-il passé? C'est le son qui va le dire.
La source prioritaire audio sur laquelle nous avons mené notre travail technique a été l'enregistrement du témoin sur la plage qui a filmé la scène. On a pu récupérer le canal audio de la vidéo et puis procéder à une analyse spectrale, c'est-à-dire identifier dans l'audio le bruit spécifique du moteur de l'hélicoptère. Ce qui a été fait dans un premier temps, s'appuyer sur un enregistrement d'un autre hélicoptère de même modèle sur lequel on avait une référence audio et sur laquelle on avait l'information de comment signait de manière acoustique le moteur de l'hélicoptère. Et donc on a identifié quelle règle spectrale concernait quelle partie du moteur. En regardant cette visualisation des fréquences, l'acousticien parvient à déterminer une baisse soudaine de régime du moteur. C'est ce qui a causé l'accident. La plupart du temps, l'acousticien travaille sur les sons enregistrés dans le cockpit. 4 sources sonores. Parmi ces 4 fichiers, un premier fichier qui va contenir ce que dit et ce qu'entend le capitaine, le commandant de bord. Un deuxième, ce que dit et ce qu'entend le pilote en place droite. Un troisième fichier, le microphone d'ambiance. Et puis on a une dernière piste. On va y retrouver les échanges qui sont faits avec le personnel navigant au sujet de la préparation de la cabine ou de messages de sécurité. Il n'y a pas de vent là. Des sons parfois éprouvants à écouter quand ils précèdent un crash. Comme ici aux États-Unis en 1985. L'accident fera 137 morts. Terrain ahead. Pull up, pull up, pull up, pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up, pull up, pull up. Very rough target. Pull up. Control, vous êtes pénalisé. Une préparation avant l'écoute pour éviter de s'exposer et de prendre de plein fouet le contenu de l'enregistrement. Personne n'est prêt à écouter ce type de contenu. Alors, 700 pieds minutes sur la rivière, ça peut être... Un enregistreur phonique aujourd'hui enregistre les 2 dernières heures du vol. Et on retrouve sur la forme d'onde des éléments clés comme la sortie des trains. Et puis ici, 60, 50, 40, 30. 20, retard. La phase liée à l'atterrissage lui-même, en fait, avec une séquence qui sont les derniers mètres d'atterrissage, le toucher des roues et l'augmentation du bruit ambiant lié au freinage de l'avion. 80, 60, 50, 40, 22, Et puis son ralentissement sur la piste et son roulage jusqu'à ce point. Il peut distinguer le bruit d'un bouton qu'on enclenche, d'un siège qu'on recule, d'une ceinture qu'on détache et de n'importe quelle alarme. Pour élucider le crash du Germanwings, précipité par son pilote dans les Alpes, il avait constitué une bibliothèque de sons de l'Airbus A320 pour les comparer à ceux enregistrés par la boîte noire. Seul l'enregistreur audio nous permet d'apporter l'information de qui est présent ou qui n'est pas présent dans le cockpit. Ces échanges, changement de siège ou sortie-entrée du cockpit se passent. La cross-check ou... Pour les besoins de cette enquête, des vols dans le même type d'avion ont été réalisés et on a enregistré des dizaines et des dizaines de bruits d'accoudoirs, de sièges, de boutons, de leviers. Et c'est ces échantillons collectés lors de ces vols d'essai qui ont été comparés aux bruits isolés dans l'enregistreur de conversation de cockpit. Ces enregistrements audio ont permis d'établir que le pilote était seul dans le cockpit, qu'il actionnait des commandes et a délibérément écrasé son avion sur la montagne.
Cela fait maintenant 2 mois que l'Airbus a perdu un morceau de réacteur au-dessus du Groenland. Et l'enquête progresse. Le moteur endommagé a été analysé à Cardiff, au Royaume-Uni, dans les ateliers du constructeur. Lorsque le moteur est arrivé à Cardiff pour les examens détaillés, un morceau du moyeu était encore attaché à l'arbre de turbine. Et l'examen de ce moyeu a permis de conclure que toute la cassure était liée à une surcharge anormale. C'est ce qui nous a poussé à lancer des recherches, puisque les fragments manquants du moyeu prenaient une grande importance dans le sens où l'origine de la rupture se trouvait certainement sur ces pièces-là. Mais avec quels outils rechercher cette pièce manquante? Le BEA doit faire appel à des spécialistes de la calotte glaciaire, les scientifiques du GEUS, l'Institut de géophysique danois. Ils réalisent des études sur le climat et la géologie et connaissent parfaitement le Groenland. Mais pour eux aussi, la tâche s'annonce difficile. Le problème principal, c'est que la pièce s'était enfoncée d'au moins 1 mètre sous la neige. Donc elle était complètement recouverte. On ne pouvait pas la voir. On ne pouvait pas chercher uniquement visuellement. Il a fallu trouver d'autres moyens. Pour ne rien arranger, l'environnement est particulièrement hostile. Des températures qui descendent jusqu'à -50. Mais surtout, le terrain est mouvant. C'est un glacier qui se déplace de 60 mètres par an dans la zone de recherche, ce qui complique encore la tâche. Tous les résultats balistiques ont été construits à la date de l'événement. Il fallait réajuster ces calculs balistiques en fonction du déplacement estimé du glacier. Il a donc fallu trouver d'autres moyens de recherche qui permettaient de détecter des pièces ensevelies sous une couche de neige. À ce moment-là, on a contacté différentes entités de recherche en France, des laboratoires de géologie, des laboratoires d'archéologie et l'IGN. Et l'IGN nous a mis en relation avec une spécialiste radar de l'ONERA, et leur technologie, pour le coup, semblait, elle, vraiment prometteuse. L'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, a mis au point ces radars qu'on place sous les ailes d'un avion. Un système révolutionnaire. Le radar fonctionne en émettant des ondes électromagnétiques, qui sont par exemple les mêmes ondes utilisées pour les téléphones portables. Le radar envoie une onde à une antenne. Une onde qui est réfléchie par ce qu'elle rencontre et qui revient donc vers le radar. On voit souvent dans les films là, les radars qui tournent, ça va les écrans avec des plots. Donc ça, c'est un radar fixe qui tourne et qui regarde dans la direction de l'antenne et l'antenne elle-même tourne. Ici, c'est un radar un peu différent, où c'est l'antenne même qui va se déplacer en fait, à bord de l'avion, qui permet non seulement d'avoir de meilleures précisions, mais en plus de faire une image radar, presque comme une image optique. Contrairement au radar classique, qui génère juste un signal, celui-ci produit des images d'une précision chirurgicale. On y distingue tous les reliefs, comme les stries des crevasses. Cette technologie permet de cartographier le sol jusqu'à une résolution de 20 cm. Les pièces que l'on recherche ont une dimension qu'on estimait entre 50 cm à 1 mètre. La seule incertitude à ce moment-là, c'est qu'on ne savait pas si leur technologie radar permettait de traverser la neige et donc de détecter des pièces ensevelies. Pour le savoir, le BEA demande aux hommes du GEUS de faire un test. Se rendre en hélicoptère sur la calotte glaciaire et enterrer des balises aux mêmes dimensions que les pièces recherchées, afin que le radar de l'ONERA ait une référence du signal à capter. Nous sommes allés sur le terrain, on a enterré une sphère métallique et un réflecteur comme repère témoin pour la campagne de recherche aérienne de l'ONERA. On avait aussi une réplique de la pièce de réacteur. Comme ça, ils savaient exactement ce qu'on cherchait.
Ils nous ont donné toute une série de points où ils pensaient qu'il y avait quelque chose sur la zone que le radar avait survolée. Alors on est retourné sur la zone de recherche avec tous ces points donnés par l'ONERA. On voulait voir si ça correspondait effectivement aux pièces qu'on avait enterrées. L'idée, c'était de parcourir toute la zone et de voir si on trouvait quelque chose. Voilà, donc c'était un peu l'aventure. Il y avait pas mal de matériel à transporter. Alors le gros problème, c'est que le temps du Groenland est très très variable. Il peut être vraiment très mauvais. C'est au sud du Groenland que le temps est le pire. Et malheureusement, la zone était plutôt vers le sud. Et donc il arrivait que les opérateurs soient coincés là-bas plusieurs jours, puisqu'ils ne pouvaient pas redécoller à cause du mauvais temps. Les tests sont finalement concluants. L'avion radar détecte bien le titane sous la neige. En mai 2018, 8 mois après l'accident, le Falcon de l'ONERA peut enfin lancer les recherches. Pendant 4 semaines, il va survoler la zone où l'on pense que se trouve la pièce perdue. Dans l'avion, chaque kilomètre est analysé. Mais grosse déception. Aucune trace du morceau de réacteur n'est détectée. Le BEA doit trouver une autre solution. On avait anticipé le fait que la campagne ONERA pouvait ne pas fonctionner. Si tel était le cas, le GEUS devait scanner toute la zone avec ce qu'on appelle des géoradars, donc des radars de proximité, de façon à sonder la zone complète qu'on avait déterminée par priorité. Ces radars-là travaillent au sol, tirés par des motoneiges. Un travail de fourmi. Pour scanner toute la zone, un carré de moins de 3 km de côté, ils doivent sillonner des centaines de kilomètres. Et à chaque fois qu'ils repèrent quelque chose sous la neige, ils ne trouvent pas de pièces de réacteur, mais ce qu'on appelle des lentilles de glace. Des lentilles de glace, ce sont en fait des poches d'eau fondue, regelées, qui renvoient un signal radar. Donc ce sont en fait des faux positifs, puisqu'ils émettent un signal, mais il n'y a pas de présence de pièces. Donc à l'issue de cette campagne, c'est quand même la déception. Au même moment, chez le constructeur, l'enquête avance encore. Après avoir analysé le moteur brisé, une première hypothèse se dégage pour expliquer l'accident. Avec le constructeur, on a mis en place ce qu'on appelle un arbre des causes, c'est-à-dire qu'on va répertorier toutes les origines possibles pour une défaillance de ce type-là. Et le plus probable à ce moment-là paraissait un coup d'outil pendant la maintenance. Donc pour eux, l'hypothèse d'un endommagement créé en maintenance pouvait clairement expliquer l'accident. Dans leurs enquêtes, les experts du BEA vérifient systématiquement la maintenance de l'avion, car beaucoup d'accidents sont dus à un problème d'entretien. La maintenance, une étape cruciale. Les moteurs sont démontés, remontés, examinés sous toutes les coutures. Y a-t-il eu un choc? Une mauvaise manipulation? On vient vérifier en fait s'il n'y a pas d'impact, une par une, toutes les aubes, afin de vérifier qu'il n'y ait pas de crique, c'est-à-dire de fissures. Principe de précaution, le constructeur vérifie un à un tous ses moteurs montés sur des A380. Il y en a plusieurs centaines. On sonde les réacteurs à l'aide de cet appareil qu'on appelle un endoscope. C'est une petite caméra qui vient à l'intérieur, comme vous pouvez voir sur l'écran ici. On rentre en fait la fibre directement dans le tube pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. L'endoscope ne détecte rien.
Alors on passe à l'étape suivante, le démontage des aubes. Les aubes de la soufflante du moteur doivent être déposées. Et l'observation de l'ensemble de la flotte a montré qu'il était possible que des coups d'outils soient mis sur le moyeu. Et un des scénarios envisagés, du coup, était qu'un coup d'outil puisse être à l'origine de la rupture du moyeu. C'est ce qu'on appelle le disque fan, le moyeu où se fixent toutes les aubes, qui a rompu au-dessus du Groenland. À ce moment de l'enquête, on suppose donc qu'il aurait été endommagé par un technicien pendant une maintenance. Mais encore faut-il le prouver. Et pour ça, retrouver les pièces manquantes du puzzle. Plus d'1 an après l'accident, le BEA veut donc relancer les recherches. Mais comment s'y prendre alors que tout semble avoir été essayé ? Ce ne sera pas la première fois que le BEA recourt au système D. Comme ce jour de juillet 2012, un drame sur l'aéroport du Castellet, près de Marseille. Un avion privé, un Gulfstream, s'apprête à se poser. Il était très haut, il allait très vite. Il a freiné durement et ensuite, à un moment donné, il est parti sur la gauche. Il est allé s'encastrer sur le grillage et sur les arbres qui étaient un peu derrière. L'avion s'embrase. Les pompiers sont impuissants. Aucun des 3 occupants ne s'en sortira vivant. Et pour le BEA, l'enquête se révèle être un casse-tête. Le BEA est descendu le lendemain. On a fait donc les écoutes de bande, les messages. Ils ont auditionné tous les personnels qui étaient présents sur l'aéroport pour prendre leur déposition. Après, c'est suivi donc des analyses avec la boîte noire pour savoir pour quelle raison cet avion s'est crashé. Pourquoi l'avion est-il sorti de la piste ? C'est d'autant plus incompréhensible que les traces de pneus sont plus marquées du côté droit, alors que l'appareil est sorti à gauche. Les enquêteurs décident de recréer les conditions de cet atterrissage avec des moyens étonnants. Ils sont venus avec un matériel pour pouvoir faire des essais de conditions de freinage. Ils sont venus avec donc une remorque avec plein de blocs de béton pour matérialiser l'appareil, puisqu'il faisait quand même 32 tonnes. Grâce à cet appareillage, les enquêteurs découvrent que la roue avant est bien partie sur la gauche, alors que le pilote appuyait vers la droite. Verdict, un atterrissage trop brutal et une défaillance du train avant. Au Groenland, pour la nouvelle campagne de recherche, il allait aussi falloir être inventif. On savait qu'il nous fallait des moyens plus adaptés pour scanner la zone. En fait, on avait un gros problème. Comment faire pour regarder à l'intérieur de la glace ? Chez Geus, on a eu plusieurs idées. On a d'abord pensé aux chiens renifleurs. En effet, ils avaient eu une expérience avec la police danoise où des chiens avaient été capables de détecter sous la neige, au Groenland, un avion abandonné et un baril de fuel. Mais le problème, c'est que les chiens avaient besoin de temps de chauffer au camp de base. Et on n'en avait pas. Impossible d'amener les chiens, qui auraient eu des conditions de travail vraiment trop difficiles. Mais de nouveau, l'hiver est là. De nouveau, il faut attendre. Les mois passent. Avec le retour du printemps, arrive une bonne nouvelle. L'ONERA a entre-temps développé des algorithmes qui lui ont permis de localiser la pièce,
grâce aux données livrées par l'avion radar. En fait, il a fallu plus d'1 an de traitement acharné pour pouvoir faire ressortir un point ou pouvoir dire « Ah ben là, vraiment, on pense qu'il y a quelque chose ». Et en février 2019, l'ONERA nous informe qu'il a réussi à déterminer une position GPS. Donc là, c'est directement centré sur la pièce qu'on voit légèrement ici en blanc, avec ici une crevasse qui passe donc juste à côté. On a repéré qu'il y avait un champ de crevasses à cet endroit-là, donc des crevasses qui étaient à quelques mètres sous le sol. Et donc ce qui les a aussi aidés, eux, une fois sur zone, à évidemment faire attention au niveau sécurité. On décide de monter une nouvelle campagne qui est pour nous la campagne de la dernière chance. L'idée, c'est dans un premier temps, de vérifier la localisation de la cible de l'ONERA. Le GEUS constitue donc une équipe et se rend sur site. Il faut plusieurs rotations pour apporter tout le matériel et installer le camp de base. L'hélicoptère ne peut pas rester sur place, il risquerait de geler. Et on ne sait jamais quand il pourra revenir. Quand on est arrivé sur la calotte glaciaire, on a monté les tentes. On a essuyé tempête sur tempête. La météo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux au Groenland. On n'a pas droit à l'erreur. Si l'on n'a pas de quoi se mettre à l'abri, il n'y a pas moyen d'attendre les secours. Et puis, il y a un autre danger, les ours polaires. On a installé des fils d'alarme tout autour du camp, mais ils ne tenaient pas. À chaque fois qu'on voyait cette clôture anti-ours s'envoler, on n'était pas rassurés. Et puis, il y a les crevasses. Quand elles apparaissent à l'air libre, ce n'est pas un problème. Mais elles sont souvent recouvertes de neige, invisibles à l'œil nu. Dans la zone de recherche, sous une surface qui peut sembler sans danger, il y a 800 mètres d'épaisseur de glace parcourue de fissures qui s'ouvrent et se ferment selon les mouvements de terrain. À ce stress s'ajoutent les conditions de vie particulièrement éprouvantes pour les hommes qui restent à chaque fois 10 jours dans ce désert polaire. Il faisait si froid. Le matin, quand tu te lèves, il fait moins 25 degrés dans la tente. Il faut vraiment se motiver pour sortir de son sac de couchage, aller prendre le petit déjeuner, s'habiller, s'installer sur la motoneige et rouler lentement pendant des heures. C'est d'autant plus harassant que la fenêtre de tir pour la campagne de recherche est très courte au printemps. On ne peut pas y aller en hiver, mais pas non plus en été, car c'est à ce moment-là que la neige fond, elle devient molle, et on ne peut plus conduire les motoneiges. C'était un travail très stressant et très très lent. Et on savait qu'il fallait changer quelque chose. Alors on a fait venir un robot des États-Unis, le même qu'utilisent les scientifiques dans les recherches polaires. On pouvait l'accrocher à ce qu'on voulait. Et il faisait son tour et il revenait tout seul. C'était un bon outil pour aller chercher des données dans les zones dangereuses. Ce robot faisait le boulot à notre place. Cela fait maintenant 2 ans que l'A380 a perdu sa pièce de réacteur. 2 ans de recherche infructueuse. Mais après plusieurs expéditions sans résultat, les efforts de l'équipe vont finir par payer. Un jour, on était sur nos motoneiges.
Nos capteurs ont repéré quelque chose sous la surface, à 3 ou 4 mètres de profondeur. Et ça s'est révélé être l'endroit où se trouvait la pièce qu'on recherchait. Le chef de projet du GEUS nous envoyait tous les soirs un compte-rendu journalier et il aimait bien faire référence au livre Moby Dick de Melville dans ses comptes rendus. Et je me souviens très bien du soir où j'ai lu le compte-rendu vers 22h. Et le titre du mail, c'était « On a trouvé la baleine blanche ». C'était vraiment un sentiment de soulagement, sachant que la pièce n'était pas encore extraite. Extraire la pièce sous 4 mètres de glace, cela prend du temps. Et coup de malchance, si près du but, la météo vient de nouveau tout gâcher. Et là, c'était fini, on n'avait pas le temps. Il fallait qu'on reparte, car les tempêtes revenaient. Il a donc fallu monter une énième campagne, la campagne finale qui consistait à extraire la pièce. On s'est retrouvé dans la même configuration que la campagne précédente, à savoir impossibilité de se rendre sur site pour raison météo. Et puis enfin, le temps s'arrange. L'équipe est de retour sur la zone de recherche. Il y avait quelque chose là-dessous qui était en métal. Ça ne pouvait pas être quelque chose qui était tombé il y a très longtemps, car chaque année, il y a 1,50 m de neige qui vient se rajouter par-dessus. La profondeur était la bonne, c'était un gros morceau de métal, ça ne pouvait être que la pièce, car il n'y avait vraiment rien d'autre ici. Au départ, c'est facile car c'est de la neige. En quelques heures, on avait creusé un trou de 2 mètres. Mais on savait que la pièce était à 4 mètres de la surface et juste à côté d'une crevasse. Ça signifiait qu'on creusait vers un trou noir. C'est pour ça qu'on s'assure en permanence. Les crevasses sont couvertes de neige. Impossible de les voir. C'est comme des ponts de neige. La question c'est, est-ce que le pont est assez solide quand la crevasse fait 5 mètres de large? Quelques heures plus tard, on en était à 3 mètres. Et tout d'un coup, alors que les 2 gars étaient dans le trou, l'un d'entre eux a tapé la pièce avec sa pelle. Alors qu'on avait des instructions précises. Ne surtout pas heurter cette pièce de titane avec un objet métallique. C'était très important pour l'enquête. Mais finalement, on n'avait rien abîmé d'important. Pour extraire la pièce sans l'abîmer, ils utilisent ce radiateur géant alimenté par un générateur qui souffle de l'air chaud pour faire fondre la glace. Il faudra une journée entière pour dégager le morceau de réacteur. Il y a une autre chose intéressante. La glace fondue se transforme en eau, mais elle ne partait pas dans les rigoles qu'on avait creusées. Elle s'infiltrait dans la paroi. À l'évidence, il y avait une crevasse juste derrière. OK, stop. Il faut tirer maintenant. Et là, c'était un tel soulagement, un moment de jubilation. Tout le monde poussait des cris de joie. La morale de l'histoire, c'est qu'on avait beau savoir où elle était, ça a été difficile de l'extraire. La pièce est ensuite élitreillée vers l'aéroport le plus proche, où l'enquêteur du BEA, Marc Levert, la réceptionne. C'est la fin d'une longue attente. La première chose, effectivement, c'est de se dire on a enfin cette pièce-là. Du coup, je fais des photos de ce faciès que j'envoie à mon collègue Stéphane Autin du laboratoire.
On s'attendait tous à ce que l'observation de la pièce vienne confirmer l'hypothèse principale, à savoir un défaut de maintenance créé par un outil inapproprié. Et lorsque Marc m'envoie les premières photos, on constate qu'il n'y a rien de visible, aucun dommage. On a ici sur cette photo le moyeu avec les aubes et on a 2 cassures qu'on voit mieux sur cette image. Une cassure ici et une cassure là. On imagine alors à ce stade que la rupture s'est produite dans une des 2 alvéoles, s'est propagée le long de la partie conique et mené à la séparation en 2 du moyeu. Donc là, c'est la stupéfaction, forcément, la surprise, et ça pose beaucoup de questions. Du coup, si la rupture n'est pas partie d'un dommage, d'où est-elle partie ? Le débris est alors transporté chez le constructeur, où ont lieu les premiers examens. Pour réaliser ce travail, on utilise un certain nombre de moyens optiques qui vont du simple appareil photo jusqu'à la microscopie électronique à balayage, qui permet d'atteindre des grandissements de x 10 000. Ce qui saute rapidement aux yeux, c'est que la cassure présente certains signes, en particulier au milieu de l'alvéole de pied d'aube. C'est la partie où les aubes sont insérées, et une zone en particulier est relativement lisse, mais très petite. Et ça nécessite donc des examens complémentaires. Pourquoi la pièce s'est-elle brisée? Pour le savoir, il faut examiner la cassure de très près. On a une empreinte de la cassure du moyeu, du moteur de l'A380. Donc c'est un film très très fin qu'on vient appliquer sur la surface de rupture du moyeu, ce qui permet de réaliser des observations au microscope à balayage. L'objectif, c'est de déterminer quelle est la nature de la rupture. On va chercher pour ça différents indices. Des ruptures, il y en a 2 sortes. Ici, une rupture brutale due à une surcharge. Là, c'est typiquement le faciès de rupture qu'on va obtenir sur une rupture soudaine, brutale. C'est ce qu'on appelle des cupules. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, sur les aubes de la soufflante. Et là, une rupture en fatigue, due à une fissuration progressive de la pièce. Donc ici, on voit bien des lignes parallèles qui sont des stries de fatigue, qui indiquent donc que la rupture s'est réalisée de façon progressive dans cette direction. C'est exactement ce qui est arrivé au moyeu retrouvé au Groenland. Comment l'interpréter? Catherine Marbu, professeure à l'école Supaéro, connaît bien ce phénomène. Alors, la fatigue des matériaux, d'une manière générale, c'est un peu comme pour les êtres humains. C'est-à-dire que vous montez un escalier 1 fois, 2 fois dans la journée, ça va bien. Si on vous demande de remonter 150 fois, à la fin, vous êtes fatigué. Un matériau, c'est pareil. Cette petite charge, si on la répète 1 million de fois, ça peut provoquer un endommagement dans le matériau et éventuellement mener à la création d'une fissure et à la propagation d'une fissure qui amènera à la rupture de la pièce. Et il faut savoir que la fatigue, c'est à l'origine de 80% des défaillances mécaniques. Pourquoi cette rupture prématurée alors que la pièce était récente? Pour le savoir, il faut réaliser une dernière plongée dans la matière. Il s'agit d'évaluer quelle est la texture du matériau à cet endroit, c'est-à-dire quelle est l'orientation des cristaux qui constituent le matériau. Dans cet alliage, les atomes s'arrangent pour former des cristaux. Ces cristaux ont une certaine orientation. Idéalement, il faudrait que l'orientation soit aléatoire. C'est ce qu'on a par exemple ici. Or, lorsque tous les cristaux sont orientés de la même manière, une seule couleur apparaît. C'est le cas par exemple pour la zone d'amorce de la fissure. C'est ce qui est représenté en rouge ici. C'est une zone plus fragile et plus susceptible de créer des fissures. C'est ce qu'on appelle une macrozone. La particularité de cette rupture en fatigue, de cette fissure, c'est qu'elle s'est a priori amorcée sous la surface. Pendant un certain temps de son développement, elle n'était donc pas visible et donc pas détectable. La solution au problème se trouve dans les usines où sont forgées ces pièces. Il faut revoir leur processus de fabrication, la composition de leur alliage. Après 2 ans d'une enquête à rebondissement, on sait enfin pourquoi l'A380 a perdu un morceau de réacteur.
les moteurs en service de ce modèle ont été contrôlés. Le BEA a recommandé de revoir la conception de ces pièces et la manière de les inspecter. Chaque année, le BEA élucide une centaine d'accidents en France et à l'étranger. C'est en grande partie grâce à l'expertise de ces détectives du ciel que l'avion est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr.